Alors, bonjour, j'inviterai les participantes à se présenter devant sur ce qui ressemble à une scène. Donc, je salue cordialement le public dans la salle et le public sur Zoom. Et j'ai le plaisir de vous accueillir à cette troisième journée des États généraux sur la recherche en littérature et en culture québécoise. Donc, la séance de ce matin s'intitule « La littérature et la culture québécoise au prisme des études féministes et de genre, d'aujourd'hui à hier ». Je vais maintenant vous présenter les deux organisatrices de cette séance. Donc, Julie Ravary-Pilon, qui a complété une recherche postdoctorale sur les pratiques artistiques des vidéastes féministes québécoises dans l'espace socio-numérique. Sa thèse portant sur les mises en image des corps féminins dans l'histoire du cinéma québécois sous le titre « Femmes, Nation et Nature dans le cinéma québécois » a été publiée aux presses de l'Université de Montréal. Elle a récemment organisé la conférence « Être femme dans les médias audiovisuels au Québec » à la Cinémathèque québécoise, qui prendra la forme d'un ouvrage collectif co-dirigé avec Ersi Conto-Gouris, ayant pour titre « Pour des récits audiovisuels des femmes, diversité, divergence et confluence au Québec ». Donc, ce collectif sera publié dans la collection NEQ des PUM de l'Université des PUM. Laurie Saint-Martin est professeure au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Elle est membre du CRILC, de l'IREF et du REQEF. En plus d'une dizaine de livres sur la littérature québécoise des femmes, elle a signé 3 recueils de nouvelles, un roman et un récit autobiographique, Pour qui je me prends, et avec Paul Gagné, a traduit de l'anglais vers le français de 120 romans, essais et recueils de poésie. Elle traduit aussi de l'espagnol. Son prochain essai portera sur la traduction littéraire. Alors, bienvenue à vous. Merci. Merci d'être des nôtres. Merci beaucoup, Martine Emmanuel. Donc, on a très brièvement quelques mots d'introduction. Donc, les études féministes et de genre contribuent depuis le 19e siècle à une révolution scientifique qui opère un changement de paradigme de type interprétatif dans le monde des recherches en sciences sociales. La posture épistémologique féministe et queer vise à jumeler le projet politique de l'équité, la diversité et l'inclusion sociale à une praxis scientifique saine et exigeante qui prend en compte les rapports de pouvoir dans la construction, la mobilisation et la transmission des savoirs scientifiques et tacites. Durant les 2 prochaines heures, ou plutôt les 3 prochaines heures, nous dégagerons les histoires particulières de ce grand mouvement dans les études littéraires et culturelles québécoises par la présentation de projets individuels, d'études collectives, de portraits rétrospectifs et prospectifs. Nos collègues nous dévoileront la mosaïque complexe des études féministes et de genre en littérature et en culture québécoise. Un mot maintenant sur le fonctionnement de cette demi-journée. Nous avons privilégié 2 tables rondes où chaque fois de brèves présentations de 5 à 7 minutes se suivront en rafale. Alors qu'on aurait pu imaginer le contraire, c'est pour ça que nous avons dit d'aujourd'hui à hier, nous irons des personnes les plus jeunes vers celles qui œuvrent depuis longtemps dans le secteur. Cette chronologie inversée nous invitera à imaginer à la fois l'histoire et l'avenir de manière différente, légèrement décentrée. Nous avons demandé à chaque intervenant de nous parler de façon libre de sa vision du champ des études féministes et de genre et de sa propre place à l'intérieur de ce champ, enfin de nous dire ce qui compte à ses yeux et ce qui lui tient le plus à cœur. Et nous avons prévu ensuite beaucoup de temps pour la discussion générale. Il est important pour nous que le concert des voix que nous avons prévu soit complété et enrichi par d'autres voix, d'autres avis. Donc, n'hésitez pas le moment venu. Nous avons ici une occasion privilégiée. Alors, justement, en mon nom et celui de Julie, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible. Le CRILC, l'IREF aussi, représenté d'abord par Caroline Désy dans l'organisation de cette demi-journée, ensuite par Bronya Hilgen. Merci à Bronya et à Chantal Savoie d'avoir accepté de présider nos tables rondes. J'aimerais aussi remercier Julie, une co-organisatrice hors pair, comme toujours. Et merci à toutes les personnes qui ont accepté avec enthousiasme de participer à cette demi-journée. Nous avons très hâte de vous entendre. Un seul changement par rapport au programme, Anne-Martine Parent a dû se désister. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Bronya Hilgen qui va présider notre première table ronde. Merci Laurie, bonjour tout le monde.
Comme Laurie l'a indiqué, on va procéder là, une personne à la fois, une présentation à la suite de l'autre. Donc, je vais commencer par présenter Rose-Marie Savignac, qui va être la première à prendre la parole. Donc, Rose-Marie est doctorante en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Elle est inscrite à la concentration en études féministes et se spécialise en littérature contemporaine. Elle travaille actuellement à une thèse portant sur les enjeux esthétiques et sociopolitiques de la figure de la maison pavillonnaire dans l'imaginaire des banlieues dans la littérature québécoise de l'extrême contemporain. Excusez. Ça sera pas le titre. Donc, Rose-Marie, il y a une période de 7 minutes de prévu. Je vais me rasseoir dans la salle et puis je vais avoir un petit panneau là, pour indiquer 2 minutes restant, une minute restant. Voilà. Bonne présentation. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'ouvrir aujourd'hui la section études féministes de ces états généraux du CRILC à titre de la plus jeune chercheuse de l'avant-midi. Bien entendu, je n'ai pas le recul que mes collègues ici réunis peuvent avoir, mais j'ai la ferme impression que les études féministes sont plus populaires que jamais. Depuis une dizaine d'années, je participe à un mouvement collectif d'étudiantes et d'étudiants qui manifestent leur intérêt pour la recherche féministe et les questions de genre, qui écoutent la parole transgressive des femmes, leur dénonciation, leur refus de se conformer. Je me sens appartenir ainsi à un champ d'études enthousiaste, trouble-fête et foncièrement vivant. Ma recherche doctorale, vous l'aurez peut-être compris, s'inscrit dans ce champ d'études revendicateur par le prisme de la maison. J'écris présentement une thèse sur la représentation de la banlieue en littérature québécoise. À l'instar de mes mères et grands-mères féministes des années 70, je tente de réfléchir la portée politique de l'espace domestique contemporain, puisqu'on le sait toutes, le privé est politique. Il l'a toujours été et le sera toujours. Mes recherches se concentrent sur la représentation des ménagères de banlieue et leur travail, le nettoyage, la cuisine, la couture. Alors que je recense les comptes rendus, les critiques, les analyses des œuvres québécoises que j'étudie dans ma thèse, des romans d'autrices importantes comme Lise Tremblay, populaires comme François Gravel, émergentes comme Valérie Caro, il est fascinant, quoique pas surprenant, de constater comment le sujet domestique est souvent taxé d'ennui et de répétition. Alors que l'étude du récit de banlieue est encore très jeune dans la littérature québécoise, certains critiques considèrent que les romans de ménagères nuiraient au rayonnement des autres récits de banlieue, ceux-là véritablement dignes d'intérêt, parce que l'intrigue se déroule à l'extérieur du cercle clos de la maison et des tâches routinières. Pourtant, les détails quotidiens de la vie des femmes ont une valeur collective qu'il faut réfléchir sur la scène publique. Comme nous l'a prouvé la pandémie de COVID-19, le chez-soi n'est en fait que l'envers du miroir des inégalités entre les hommes et les femmes dans la sphère publique. Les femmes, et encore plus les femmes racisées, sont encore et toujours plus vulnérables que les hommes, économiquement, socialement et physiquement. Ma thèse montrera que les banlieues, lorsqu'elles dépassent la caricature unidimensionnelle, mettent en échec les binarités traditionnelles, la ville et la campagne, le public et le privé, le moi et l'autre. Au sein du microcosme familial, il devient possible de reconceptualiser les codes du chez-soi afin de penser ensemble le public et le privé comme les revers d'une même médaille. Cette subversion est d'autant plus radicale et politique parce qu'elle prend racine dans l'univers domestique traditionnellement féminin et considéré comme soustrait à ses rapports de force. Dans le sous-champ de la recherche féministe en littérature québécoise, mon travail s'inscrit dans une niche. La banlieue et la sphère domestique sont parfois méprisées, mais la plupart du temps, elles sont seulement négligées, voire omises. Dans mon parcours académique et dans mes activités de jeune chercheuse, dans les séminaires ou dans les comités, on m'a souvent fait remarquer que mon sujet était très pointu, qu'il ne trouverait peut-être pas sa place dans tel numéro thématique, dans tel appel de texte, dans tel colloque. Voilà, me semble-t-il, comment fonctionne de façon insidieuse la dévalorisation du féminin et des enjeux féministes, même en 2021. Alors que les études féministes réfléchissent à cette exploitation patriarcale depuis des décennies, alors que des générations et des générations de femmes ont accompli un travail gratuit et invisible, on s'imagine que je ne trouverais pas assez de choses à dire sur le sujet,
assez de lecteurs et de lectrices intéressés par la question. Au Québec, pourtant, les œuvres féministes accordent une place d'importance au travail ménager. Pensons à la pièce de 1976, « Maman travaille pas à trop d'ouvrages », rééditée en 2020 par le Remue-Ménage. Rappelons aussi le documentaire de Luce Guilbeault en 1978, « D'abord ménagère ». Et pensons encore au récent et vibrant roman de Caroline Dawson, « Là où je me terre », qui met au jour les intersections entre classe sociale, race et genre à travers le personnage d'une femme de ménage chilienne. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, la banlieue et les ménagères sont trop souvent pensées comme périphériques, subordonnées, alors qu'elles occupent une place centrale de notre société, de notre cartographie et de notre culture. Je terminais cette présentation par une anecdote plus personnelle. À ma dernière année de baccalauréat en 2014, j'ai suivi un cours intitulé « Poésie française moderne et contemporaine » donné par un doctorant qui en était à sa première charge de cours. Nous devions choisir une œuvre du plan de cours sur laquelle faire notre travail de fin de session, mais dans le corpus, il n'y avait aucune œuvre de femme. Après le cours, j'ai signalé à l'enseignant l'omission et il m'a tout de suite recommandé quelques autrices se confondant en excuses. Il était décontenancé par ses propres billets, lui qui n'avait sans doute jamais réfléchi à la parité des plans de cours universitaires. Alors que j'aspirais moi-même à devenir doctorante, puis chargée de cours, puis professeure, comme le jeune homme devant moi, j'ai senti son embarras sincère et j'espère qu'aujourd'hui, il y pense à intégrer des œuvres de femmes, même dans un cours non spécifiquement axé sur les études féministes. Devenue moi-même doctorante, puis chargée de cours, cette anecdote m'est revenue en tête lorsqu'on m'a signalé, devant la classe au grand complet, que je n'avais pas intégré de littérature autochtone à mon plan de cours de corpus québécois. Comme le chargé de cours, je me suis sentie prise en faute par mes propres angles morts. On ne m'a jamais enseigné la littérature autochtone dans les cours de littérature québécoise et c'est pourquoi j'ai très hâte d'entendre ma collègue Marie-Ève sur le sujet. On ne m'a jamais fait non plus de trauma-avertissement ou trigger warning avant certaines lectures et je n'avais jamais vu jusqu'à tout récemment un groupe se liguer contre un ou une chargée de cours. Malgré ma bonne foi et ma volonté de diversifier le corpus, je n'avais pas réfléchi à ces enjeux spécifiques. Je me souviendrai longtemps de cette remarque qui me pousse aujourd'hui à rester vigilante, à réaliser mes propres angles morts et à pousser la réflexion plus loin, en tâchant toutefois de cultiver un climat de bienveillance. Voilà. Merci Rosemary. Donc, le deuxième intervenant est en ligne avec nous, c'est Guillaume Poirier-Girard. Bonjour Guillaume. Je ne sais pas si on le voit après, peut-être. Bon, j'ai tendance à regarder ici, mais en fait, il faudrait que je regarde par là-bas. Donc, bonjour. Donc, doctorant en études littéraires et culturelles à l'Université de Sherbrooke, Guillaume Poirier-Girard mène des recherches qui s'inscrivent principalement dans les études queer et féministes, surtout en littérature québécoise contemporaine. Son projet de thèse sous la direction d'Isabelle Boisclair porte sur les subjectivités queer dans l'œuvre romanesque de Marie-Claire Blais. Il est co-directeur avec Isabelle Boisclair et Pierre-Luc Landry de l'ouvrage Québec queer, le queer dans les productions littéraires, artistiques et médiatiques québécoises. Donc, Guillaume, je te laisse la parole pour 7 minutes. Puis, on se retrouve après ici. Parfait, merci beaucoup. Donc, ça me fait très plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisatrices et ça me fait très plaisir de me joindre à vous, de faire partie de ce bel événement. Je vais voir si je peux partager mon écran. Donc, j'y suis. Je pense que vous voyez, n'est-ce pas? Excellent. Donc, voilà. Alors, éthique du queer et post-humanisme dans le cycle de soif de Marie-Claire Blais, c'est la présentation que je vous propose.
Alors d'abord, en guise d'introduction, comme l'écrit Janine Ricoire dans le collectif Lecture de Marie-Claire Blais, le féminisme qui se déploie dans l'œuvre blaisienne correspond à une sorte d'humanisme. Elle écrit: il y a confluence entre féminisme, politique et humanisme dans ses textes, ce qui la rapproche des humanistes du monde entier. Je souhaiterais pousser plus avant cette affirmation en montrant, à l'aide de ce que Marie Carrière a écrit sur le CARE, que le cycle de soif s'avère non seulement un projet littéraire humaniste, mais aussi post-humaniste, en ce sens que c'est bien tout le vivant qui est convoqué dans son œuvre. Janine Ricoire souligne qu'en 1995, peu après la publication de Soif, Marie-Claire Blais répond ceci à la question « Pourquoi écrivez-vous » J'écris comme tant d'autres, poussé par un violent sentiment d'urgence de décrire le monde dans lequel je vis, avec toutes ses horreurs et ses beautés. Et parce que l'écriture, tout en faisant de nous des témoins lucides de notre temps, est un art qui sait consoler de ses visions poétiques, apaiser du moins le tourment de la condition humaine. Janine Ricoire affirme aussi qu'avec la série Soif entamée en 1995, Blais suggère que notre regard devrait se tourner désormais vers tous les problèmes du monde et non seulement vers les problèmes d'une communauté de femmes. Entre le féminisme qu'elle explorait dans les années 70 et l'humanisme qu'elle semble mettre en scène depuis les années 90, il est évident que la vision de Blais s'est élargie au monde entier dans une conscience plus large des misères du monde. Je propose ici que cet élargissement du spectre des considérations blaisiennes pourrait mieux se comprendre à l'aune du concept de post-humanisme. L'humanisme est certes essentiel pour saisir l'œuvre blaisienne, mais il ne suffit pas. Un détour par le post-humain et le care s'avère particulièrement éclairant pour appréhender le projet littéraire de Blais. D'ailleurs, Marie Carrière écrit sur le care il parle du care dès le départ, comme un entretien non seulement des faibles, des malades et des démunis, mais du monde dans toutes ses composantes humaines ainsi que non humaines. Le care se pense d'emblée en matière d'interdépendance planétaire et de responsabilité collective. Le care se conçoit comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous les éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Et Marie Carrière ajoute aussi que les théories et une poétique du care élargissent les postures d'un féminisme jadis axé autour des luttes sexuelles, identitaires, raciales et sociales, d'un féminisme désormais poussé plus loin, rendu pour ainsi dire planétaire lui aussi, disposé à penser le monde différemment. L'éthique du care se veut plus humaine ou encore post-humaine que genrée. Donc, à travers quelques exemples tirés d'une réunion près de la mer, de Mai au bal des prédateurs et d'Au jardin des acacias, 3 romans de Marie-Claire Blais, je ferai ressortir que la vision du care qui émane du cycle de Soif chez Blais a tout à voir avec le post-humain, en ce sens qu'elle allie la faune, la flore et l'humanité. Le féminisme que Blais déploie dans son œuvre n'est donc pas humaniste, comme le propose Janine Ricoire, mais il est surtout post-humaniste. C'est un féminisme qui, à travers la bienveillance qu'il cultive, se propose comme une voie à emprunter, peut-être la seule qu'il nous reste, pour qu'un monde plus équitable, plus harmonieux et plus pérenne soit possible. Alors, je vais vous présenter 3 extraits tirés des 3 romans que j'ai retenus pour vous montrer à quel point, justement, là, chez Marie-Claire Blais, on voit plutôt, à mon avis, un féminisme post-humain. Alors, dans une réunion près de la mer, à propos d'un couple queer qui se présente pour célébrer l'inauguration d'un nouveau lieu de rassemblement, on peut lire: et tirant leur ballon rose qui ondulait vers le ciel, Portia et Portia s'approchèrent de Petite Cendre et de Geisha en riant. Nous voulons être les premiers à la fête célébrant l'ouverture du bar de Robbie. Nous sommes venus joindre nos ballons à vos décorations, dit Portia. Vous êtes un beau couple de flamants roses, dit Geisha. Oui, c'est ce que nous sommes, dit la timide femme de Portia. Il ne nous manque que les ailes et le plumage. C'est l'anniversaire de mon Portia ce soir. N'est-il pas le plus beau des grands oiseaux? C'est un jour pour fêter les flamants roses, afin qu'ils ne soient pas en voie de disparition, comme tant d'oiseaux de notre archipel.
Ils s'aimaient tant tous les deux, pensait Petite Cendre. Avec spontanéité et courage, ils contraignaient l'émergence des préjugés en se présentant tels qu'ils étaient, doubles et singuliers, et tels les flamants roses se protégeant l'un l'autre. Petite Cendre les enviait, pensait-il. Oh, nous sommes peut-être les derniers flamants roses de notre race, dit Portia. Avec tout ce que l'on fait disparaître de nos jours ou en voie de disparition, dit Portia, bientôt on n'en verra plus aucun dans les marécages. Et dans Mai au bal des prédateurs, au sujet des cendres de fatalité, une drag queen récemment décédée, on peut lire « Je dois te dire la vérité, disait mon capitaine Ayin. Je n'ai pas fait comme les autres à la cérémonie. Je n'ai pas déversé les cendres de fatalité à la mer. Elles sont sur mon bateau. Pendant ma plongée nocturne demain, peut-être j'irai descendre très loin vers la faune du récif de coraux, où je les déposerai afin que Fatalité puisse connaître enfin la délivrance, la libération de tant de chaînes qui l'ont ligoté pendant sa vie. Je veux que Fatalité puisse parcourir les océans, loin, très loin, rejoignant les tortues de mer, les poissons-chats, oui, qu'il navigue sans fin parmi les océans, dit mon capitaine. Pendant mes heures de plongée, dit mon capitaine, si je vois un animal, une bête des eaux captives des cordages d'un bateau, je la délivre. Il en sera ainsi pour Fatalité qu'il soit enfin délivré, libre d'aller partout dans les mers, les océans, parmi les dauphins et les baleines, ce qu'il en reste encore, dit mon capitaine. Fatalité était d'une espèce menacée, il doit rejoindre les siens. Et la dernière citation que je voudrais vous présenter est la suivante. Enfin, dans Au jardin des acacias, en ce qui a trait à un jeune couple lesbien idéaliste, on peut lire « Que penses-tu de cette philosophie que nous ne soyons qu'une seule et vraie famille? Et Petite Cendre, qu'en penses-tu? J'avais écrit, dit Alex, une dissertation sur les espèces séparées qu'il fallait réunir à toutes les espèces vivantes, par respect pour toutes les espèces en général. J'avais écrit cela et mon professeur l'a rejeté. Les étudiants se sont moqués de moi, et puis ça a été la fin de mes cours dans cette école, dit Alex. Nous avons pris la route, Léonie et moi, avec nos chiens, nos bagages. Que dis-tu, Petite Cendre, qu'il n'y a plus d'espèces séparées, par respect pour toutes les espèces vivantes, que nous ne sommes, comme ils disent ici, qu'une seule et vraie famille. Petite Cendre dit en hésitant, « Oh, ce n'est peut-être qu'une illusion, les vraies familles. Vous ne le savez pas encore, mais chacun est seul et appartient à son espèce séparée dans une communauté où sont en effet réunies toutes les espèces vivantes, les colombes et les chiens y étant inclus, car il ne faut pas oublier que nous sommes, nous aussi, des animaux et que les animaux nous sont supérieurs lorsqu'ils vivent en communauté, qu'ils sont plus solidaires que nous, oui. C'est en regardant vivre mes colombes que j'ai appris tout cela, dit Petite Cendre. Seul notre monde, celui des hommes, est un monde belliqueux et sans pitié. » Alors voilà ce que je voulais vous présenter à propos de Marie-Claire Blais et pour mettre de l'avant justement ce féminisme que Marie-Claire Blais met de l'avant dans le cycle Soif, en fait, dans sa version la plus récente de ses derniers romans. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume. Maintenant, c'est Marie-Ève Bradette que l'on va écouter. Marie-Ève est chercheuse québécoise allochtone et occupante. Elle est actuellement chercheuse postdoctorale à l'Université de Regina. Détentrice d'un doctorat en littérature comparée de l'Université de Montréal, ses recherches abordent également les représentations, négociations et épistémologie langagère dans les écritures autochtones féminines contemporaines. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci grandement aux organisateurs pour ces états généraux qui se sont avérés vraiment intéressants depuis quelques jours. J'ai pu assister à plusieurs choses et déjà avoir des échos. Merci aux organisatrices. Merci pour l'invitation. Le CRIL et les activités autour du CRIL, ce n'est pas nécessairement des activités où je participe régulièrement. J'ai toujours resté de manière périphérique à ces cercles, mais je suis toujours très heureuse de pouvoir discuter à propos de mes recherches dans ce contexte-là. Donc, je vais commencer en disant quelques mots à propos d'une autrice en particulier pour ensuite engager une réflexion au sujet des féminismes autochtones puis de la manière dont ces féministes peuvent servir de lentille critique pertinente pour l'étude de littérature autochtone actuelle et en particulier pour la littérature des pensionnats qui est vraiment le corpus avec lequel je travaille en ce moment.
Donc, en 1973, dans son récit autobiographique Ganesh and Indian Girlhood, l'autrice cri originaire de Csikszentmihalyi, Jane Pachano Willis, à l'époque de l'écriture de son livre, racontait son expérience au pensionnat et son déplacement du pensionnat de Fort George au Québec vers celui de Sault Ste. Marie en Ontario, du passage entre ce qui est considéré comme l'école primaire vers l'école secondaire. Elle écrit dans son texte, « Everybody assumed that since I was from Quebec, I should be so proficient in French that I should be able to teach the subject. But the truth was that aside from the phrase bonjour, I had never even heard the language. » Ces quelques mots, je vais les placer ici un peu en exergue pour signifier la complexité, en fait, de lire les écritures autochtones en tant que littérature québécoise, mais plutôt pour penser l'autonomisation des littératures autochtones. En ouverture des États généraux, Lucie Robert a parlé de cette complexité de l'épithète apposée à la littérature québécoise pour essayer de penser plutôt les littératures au Québec. Et ça m'a amené vraiment à réfléchir à mon tour à la manière dont la discipline dans laquelle j'inscris mes travaux, celle des études littéraires autochtones et non pas des études littéraires québécoises au Québec, mais venait compliquer finalement un peu des significations vraiment nombreuses. Et donc, que les travaux que je faisais ne concernent pas nécessairement le Québec, mais s'y inscrivent de par ma posture à moi de chercheuse québécoise, mais également parce que le corpus que j'étudie se situe au croisement des littératures autochtones produites au Québec et à l'extérieur, et que je lis vraiment à la croisée des langues et des territoires, tout en reconnaissant que cette division coloniale elle est pertinente au sens où les littératures autochtones produites en français au Québec ne sont pas nécessairement bien reconnues dans l'ensemble des littératures autochtones de l'île de la Tortue. Donc voilà pour essayer de synthétiser un peu ma posture disciplinaire par rapport à ça. Donc, ce que je vais interroger, par exemple, avec vous dans les quelques minutes dont je dispose, concerne ce qui m'apparaît être l'importante et difficile tâche de produire une lecture genrée des littératures autochtones et plus particulièrement, justement, de la littérature des pensionnats et de produire une lecture à travers le prisme des féminismes autochtones, voire de considérer comment la littérature des pensionnats peut éclairer la lecture des écritures féministes autochtones, voire des écritures autochtones actuelles au Québec, au sein desquelles les femmes occupent une place de premier plan. Il n'y a qu'à penser aux écrivaines Innu actuellement qui occupent vraiment l'espace littéraire autochtone au Québec de manière assez importante, au point où on en vient à se demander où sont les écrivains dans ce paysage. Il y en a, bien sûr, mais les femmes prennent beaucoup de place. Donc, la question à la fois simple et aux implications nombreuses que je souhaite ouvrir dans le cadre de cette table ronde est la suivante. Pourquoi genrer l'étude de la littérature des pensionnats et donc considérer cette littérature à travers le prisme des féminismes autochtones? Cette question est particulièrement complexe, tant la notion même de féminisme autochtone ne fait pas l'unanimité, ne fait pas consensus. Dans Making Space for Indigenous Feminism, un ouvrage collectif majeur, important, publié en 2007, puis réédité ensuite en 2017, la chercheuse d'origine anglaise, Kunaxta écrit métisse Joyce Green, insistait sur le débat dont font l'objet les féminismes autochtones, en insistant sur ce débat selon lequel il n'y aurait rien comme un féminisme autochtone, que le féminisme ne ferait pas du tout partie même des cultures autochtones précoloniales. Et donc, le livre dans son ensemble et son intervention à elle cherche plutôt à considérer les approches féministes et comment ces approches peuvent être vues comme posant un regard, en fait, à contrer cette idée selon laquelle les approches féministes peuvent être vues comme posant un regard trop spécifiquement genré sur les violences coloniales et ainsi déplacer les luttes communes pour la restitution des terres, la souveraineté politique, vers le seul féminin. Mais les autrices rassemblées dans cet ouvrage militent en faveur néanmoins d'un féminisme autochtone en tant que critique sociale et théorie valide dans l'examen des conditions des femmes. Et elles proposent donc une approche qui est intersectionnelle à l'intersection des violences genrées, racistes, de classe également, sexistes. Il y a une autre approche en études féministes ou en féminisme autochtone, qui est une approche qui est plutôt de la résurgence. Donc, il y a le paradigme intersectionnel et aussi le paradigme de la résurgence, avec comme figure de proue la chercheuse métis Kim Anderson, qui propose, entre autres, dans un article « Affirmations of an Indigenous Feminist », de prolonger l'argument de Green, mais également, elle dit, je la cite en la traduisant ici, « Contrairement à la logique qui veut que la vie des femmes autochtones s'améliore lorsque nous nous attaquons aux problèmes importants,
Elle soutient que tant que nous ne nous attaquerons pas sérieusement aux inégalités politiques, sociales, économiques auxquelles sont confrontées les femmes autochtones, nous ne parviendrons jamais à une guérison complète, à la décolonisation et à la construction d'une nation saine. Fin de la citation. Donc, en d'autres mots, une approche féministe permettrait non seulement de répondre aux besoins des femmes, mais aussi d'adresser le problème colonial plus largement. Et donc, une approche féministe est essentielle à ces luttes décoloniales. Mais là où l'approche d'Anderson se distingue de celle des féministes autochtones intersectionnelles, c'est dans sa manière de valoriser, de considérer au premier plan le corps féminin, puis la réclamation des savoirs féminins, en particulier des savoirs reproductifs, en tant que pratique féminine et féministe. Elle articule donc ce féminisme de la résurgence. Mais pourquoi je brosse ce portrait vraiment trop rapide? J'en ai bien conscience de ce que je considère comme les deux courants majeurs des théories féministes autochtones. En fait, les études littéraires autochtones actuelles, les écritures littéraires autochtones actuelles, en particulier celles des femmes, sont en quelque sorte habitées, voire hantées par l'expérience commune des pensionnaires. Lorsqu'on parle, par exemple, des questions de langue, on voit ce trauma langagier se rapporter aux écritures autochtones actuelles. Mais qu'en est-il de l'expérience spécifiquement genrée que les jeunes filles ont vécue dans les pensionnats et comment cette expérience hante-t-elle aussi la littérature autochtone? Et pour donner juste un exemple, peut-être avant de conclure, dans un recueil de poésie de Natacha Canapé-Fontaine, écrivaine Innu dans Bleuet et Abricot, elle parle du renversement du cycle des règles de la femme territoire, de sa locutrice, la femme territoire. Elle écrit « Pays mien, ô garde-mémoire de ceux venus changer ton histoire, renverser le cycle des règles ». Et dans ce renversement, en fait, du cycle des menstruations, se trouve l'écho de ces jeunes filles dans les pensionnats, punies parce qu'elles étaient autochtones, mais punies aussi parce qu'elles étaient des jeunes filles, parce qu'elles étaient des filles autochtones dont les règles, les menstruations étaient cataloguées, contrôlées par les autorités, en plus d'être considérées comme abjectes et quelque chose dont les jeunes filles devaient avoir honte. Donc, l'âge de la puberté passé au pensionnat se conjuguait avec le contrôle du corps et l'imposition de la honte du corps féminin, en même temps que l'imposition de la langue anglaise ou française selon les cas. Donc, en fait, mes travaux cherchent à vraiment réhabiliter un peu la littérature des pensionnats dans ses aspects genrés, étudier ça pour mieux comprendre ce qui se passe dans les littératures actuelles et restituer également un des projets que je mène et que je trouve particulièrement important, c'est de restituer ce texte dont j'ai cité un extrait très courtement au début, Ganesh and Dingerhood de Jane Willis Pachano, en tant que cette première écriture dans les années 70 qui aborde cette expérience d'un point de vue de la jeune fille, qui donne voix à ces jeunes filles. On entend souvent parler des femmes autochtones, mais où sont les voix des jeunes filles? Je pense que dans la littérature des pensionnats, par le biais de la littérature comme possibilité imaginative aussi, on a accès à cette voix des jeunes filles. Alors voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève. Marie-Claude Garneau est doctorante en lettres françaises à l'Université d'Ottawa et chargée de cours à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. À travers sa thèse qui s'intitule « Néolibéralisme, post-féminisme et militantisme », la liberté de choix dans la dramaturgie des femmes au Québec entre 2015 et 2019. Elle s'intéresse aux imbrications entre la liberté de choix et les enjeux du travail, du corps et de la parole citoyenne dans l'écriture dramatique. Elle est aussi co-directrice littéraire de la nouvelle collection de théâtre féministe, La Nef, aux éditions du Remue-Ménage. Merci. Donc, je suis ici pour aborder la question des dramaturgies actuelles des femmes au Québec et de leur lien avec des enjeux féministes d'importance et d'actualité. J'ai décidé d'élargir un petit peu. J'ai décidé de le faire à partir, en fait, de 3 points de vue différents, mais qui se recoupent et se complètent. Donc, celui de la doctorante en théâtre dans un département de littérature, cela dit. Comme on vient de le dire, ma recherche porte sur la question de la liberté de choix dans 8 textes dramatiques entre 2015 et 2019. Le deuxième point de vue que je vais emprunter, c'est celui de la directrice littéraire de la collection La Nef au Remue-Ménage et aussi le point de vue de la nouvelle chargée de cours à l'École supérieure de théâtre, dont les questions de dramaturgie et d'écriture dramatique dans une optique féministe, c'est au cœur de mon enseignement. Donc, je décide de vous esquisser un bref panorama de ce qui se passe dans le milieu théâtral en ce qui a trait à la place des femmes dans les écritures dramatiques,
mais pas que. Là, en y repensant, je pense que j'élargis un peu, mais en tout cas, on y reviendra. En posant un peu la question, comment évolue le texte dramatique à caractère féministe depuis 2015? Et évidemment, qu'est-ce qui l'influence aussi? Hein? Je vais essayer de dresser un panorama là, assez réduit, évidemment, hein, en 5 minutes, en me concentrant sur les écritures dramatiques, là, mais pas que. Donc, je veux d'abord mentionner en fait les effets notables de certaines pièces à caractère féministe depuis quelques années. Je pense entre autres à J'accuse d'Annick Lefebvre en 2015 et à Table rase de Catherine Chabot, en fait un collectif, elles sont 7, je ne vais pas toutes les nommer malheureusement, présenté en 2016. Ces 2 textes font figure à mon sens de moments théâtraux d'importance, des moments déclencheurs de cette, ce que je pourrais appeler nouvelle vague, entre guillemets. Donc, c'est des pièces où des femmes prenaient la scène pour parler de leur vie, de leur douleur, de leur révolte, surtout dans J'accuse, et de leur corps, de leur choix de vie, de leur rapport aux hommes et à l'amour dans Table rase. On parlait au moment de la présentation de ces pièces surtout des effets de la révolte dans la parole. Hein. La réception critique a fait peu mention, là, à mon sens, des réels enjeux de fond des 2 pièces. On peut s'en parler après. Mais bon, à ce moment-là, on parlait beaucoup plus du fait que les personnages étaient des femmes fortes, qui avaient des choses à dire. Donc, il semblait y avoir une écoute là, du côté des diffuseurs là, grâce à ces 2 pièces. Ensuite, je ne peux pas passer sous silence. En fait, je dois nommer l'amplitude qu'a pris la question des enjeux féministes dans la dramaturgie à la suite de 2 événements majeurs. Évidemment, le mouvement MeToo en 2017, qui a donné un tout autre cadre de lecture à certaines pièces, mais aussi la tenue au Théâtre Espace Go du chantier féministe en théâtre au printemps 2019. À propos de MeToo, il y a une nouvelle grille de lecture et d'analyse pour des pièces. En fait, MeToo m'a donné à moi dans ma recherche un nouveau cadre d'analyse pour des pièces comme La nuit du 4 au 5 de Rachel Gratton, qui jouait en 2017 au moment où est apparu MeToo, et la pièce Guérilla de l'ordinaire de Marie-Ève Milot et Marie-Claude Saint-Laurent, présentée en 2019, qui parle directement de la culture du viol et aussi d'épuisement militant. Le chantier féministe, quant à lui, a permis de mettre en lumière des discriminations dans le milieu théâtral, hein, surtout la minorisation des femmes dans le chant. On a constaté, je pense, dans la saison théâtrale qui a suivi le chantier, qu'il y a eu quelques changements notables au sujet justement du nombre de pièces écrites et mises en scène par des femmes, par exemple. Donc, on sent depuis l'effort qui est fait là, pour établir une véritable équité au sein des théâtres. La question qu'on peut se poser maintenant, est-ce que la pandémie, j'ai écrit 2022, mais bon, on est encore dedans, c'est toujours pas terminé. je suis comme positive, j'ai de l'espoir. Est-ce que la pandémie va avoir des effets là, sur ce qui a été mis en place pour permettre cette équité? Est-ce que ça va forcer le milieu à redevenir un peu plus frileux, hein, considérant la fragilité des arts vivants? Ça reste à voir. C'est des questions qui se posent, des questions que j'entends. Mais jusqu'à maintenant, depuis la reprise graduelle au début de l'automne 2021, on constate quand même la très grande présence de pièces écrites et mises en scène par des femmes, et pas que par des femmes blanches, ni que par des femmes hétérosexuelles. Voilà. Donc, on peut voir, jusqu'à maintenant, je pourrais vous faire toute une liste de spectacles qui se passe en ce moment, qui se passe cet hiver, mais je vais garder mon temps. Donc, jusqu'à maintenant, on peut voir qu'il y a un certain maintien des promesses qui ont été faites de faire davantage de place pour les autrices et les metteuses en scène. Et aussi, et je pense que c'est important de le nommer, de faire de la place aussi à des sujets à caractère féministe. Parce que c'est souvent ce qui manque. Hein? On va beaucoup parler de la place des femmes comme individus, dans les chiffres, les statistiques, leur place visuellement, justement, là, comme autrices, comme metteuses en scène, metteurs en scène, mais de quoi leur dramaturgie, de quoi leurs imaginaires sont faits, je trouve qu'on s'y attarde moins et ça commence, je pense, à prendre un petit peu plus de place. D'un point de vue littéraire, avec l'arrivée de la collection La Nef, je sens qu'il y a justement de plus en plus de place pour valoriser encore davantage le texte de théâtre et surtout sa lecture, aussi dans une perspective féministe. Donc, la réaffirmation de son inscription à la fois dans le champ des arts vivants, mais aussi dans le champ littéraire et son importance de considérer le texte de théâtre à part entière, sans devoir constamment rappeler que le texte de théâtre fait partie d'un tout et qu'on ne peut pas considérer seulement le texte. Bon. Donc, je sens qu'il y a un désir de plus en plus là, de valoriser aussi l'édition des textes de théâtre, les textes écrits par des femmes qui portent sur des thèmes à caractère féministe. Oui, évidemment, à la Nef, c'est ce qu'on fait, mais on le voit aussi aux Herbes Rouges, chez Somme Toute et encore évidemment chez les dramaturges éditeurs.
Et aussi, je ne peux pas passer sous silence, c'est sans compter tout le travail d'accompagnement que fait le CAAD, le Centre des auteurs dramatiques, mis sur pied de plusieurs projets de lecture publique. Là, il y en a un qui s'en vient en décembre, c'est super intéressant. Donc, je trouve que la valorisation de la lecture de théâtre aussi reprend beaucoup de place. Donc, c'est très intéressant. Et pour conclure rapidement, d'un point de vue pédagogique, je trouve que les ponts entre les milieux de pratique et les écoles d'art continuent de se tisser, entre autres, je pense, grâce aux enjeux féministes, aux enjeux de recherche-création, aussi de point de vue minorisé. Je le vois en tant que chargée de cours, je suis nouvellement habilitée à diriger des mémoires à l'École supérieure de théâtre et je constate depuis mon arrivée justement au sein de l'école l'importance que prennent et les écritures dramatiques dans toutes leurs formes et leur diversité, mais aussi l'importance des enjeux féministes, particulièrement l'importance de l'intersectionnalité pour réfléchir et créer des œuvres, surtout en recherche-création, mais pas que, ou aussi l'apport de la pensée queer dans des objets d'études et encore en recherche-création. Donc, les étudiants, les étudiantes s'intéressent à des formes d'écriture qui rendent compte de réalités marginalisées, cherchent à mettre au jour des formes qui traduisent les enjeux qui les préoccupent et tentent de développer des pratiques d'écriture qui prennent appui aussi sur l'intersectionnalité. Donc, je pense aux écritures hybrides, les récits de soi. Il y a beaucoup de recherches de renversement de stéréotypes de genre aussi qui est au cœur des nouvelles pratiques d'écriture et de création. Je laisse du temps pour la discussion ensuite. Merci. Merci beaucoup, Marie-Claude. Julie, c'est à ton tour. Pour 7 minutes, je ne te représente pas. Laurie t'a présenté tout à l'heure. Tout à fait. À tout de suite. Merci, Vania. Bonjour, merci. C'est tout à fait agréable de vous entendre, Guillaume. Je pense à toi aussi. Donc, moi, je vous parlerai de cinéma des femmes au Québec. Donc, ça va comme suit. En études cinématographiques féministes, 2 pôles prédominent, représentation et création. Étude des mises en image des corps des personnes s'identifiant comme femmes et l'histoire de l'accès à la création des réalisatrices, scénaristes, autrices, productrices. Au courant des années 70 et 80, quelques écrits sur ces 2 sujets émergent au Québec. Pas beaucoup, dans la majorité influencés par les cultural studies et les emprunts à la psychanalyse pour parler de plaisir visuel en propre au cinéma, en emboîtant le pas de Laura Mulvey qui a lancé sa réflexion en 1975. Un ouvrage collectif sort du lot, Femmes et cinéma québécois, quel beau titre, assez direct, dirigé par Louise Carrière, publié chez Boréal en 83, qui intègre, et je cite, côté pile, côté face de la même réalité, femmes imaginées, fantasmées et souvent parodiées par les cinéastes québécois et femmes de cinéma exprimant leur réalité et celle des autres femmes. Un ouvrage auquel Laurie et moi, on a célébré les 35 ans dans les pages de Nouvelles Vues en 2019, avec plusieurs collaboratrices d'ailleurs. En 83, les cinéastes québécoises avaient pris la caméra depuis à peine 15 ans. C'est tard, c'est vraiment tard dans l'histoire du cinéma. Le Québec est loin derrière les Agnès Varda, les Dorothy Asner et bien sûr le cas exceptionnel d'Alice Guy qu'on connaît, qui est mis de l'avant de plus en plus récemment. Plusieurs raisons sociopolitiques expliquent la place du Québec en fin de peloton des cinématographies nationales en ce qui concerne l'accès des femmes à la réalisation. On pourra en discuter plus longuement. Mais heureusement, aujourd'hui, avec le collectif Les réalisatrices équitables et les mesures gouvernementales pour atteindre les zones paritaires, on fait maintenant figure de modèle à travers le monde. Une autre dimension importante, en plus de création et représentation, alors que le cinéma vient de franchir un siècle de création audiovisuelle, c'est la dimension de l'archivage. Ça coûte cher, archiver de la pellicule, des vidéos et s'assurer des bons transferts numériques des œuvres récentes, parce que là où il y a de l'argent, il y a plus forte discrimination. J'ai besoin de souligner que La pomme, la queue et les pépins de Fournier a été numérisé par Éléphant avant le premier long métrage d'une femme. En fait, est-ce qu'on doit s'en étonner? Au Québec, on a eu droit à une vague de films soft porn commerciaux avec nudité majoritairement, sinon exclusivement de femmes, dénigrantes, voire violentes à l'égard des personnages homosexuels, intitulés amoureusement par le magazine Variety, les Maple Syrup Porn. Une vague de films qui a frappé de plein fouet notre cinématographie nationale, qui avait encore pas porté une seule vision de femme en long métrage de fiction. Bref, les enjeux d'archivage.
En octobre dernier, lors d'une conférence au Centre Pompidou, Paul B. Preciado nous invitait justement à réfléchir aux technologies gardiennes de mémoire ou outils de transmission et de conservation du patrimoine de manière à repenser une gestion des archives plus inclusive des récits marginalisés. Preciado propose le concept de Somatech comme un appareil critique permettant à la fois, et je cite, de nommer et d'intervenir sur l'ensemble des pratiques de reproduction, de gestion et de destruction des corps, mais aussi de résistance et de contre-culture. La notion de Somatech surpasse et inclut le corps anatomie pour penser une archive politique et culturelle vivante, faite de représentations de langage et de codes informatiques et traversée de flux organiques et inorganiques. Fin de citation. Ce concept, il m'a été partagé par Julia Mine, qui est doctorante en communication à l'Université de Montréal, qui est spécialiste de la vidéo des femmes au Québec, coordonnatrice des acquisitions à la Cinémathèque québécoise. Elle travaille notamment au grand projet de savoir commun du cinéma, un modèle de mobilisation des savoirs entre les artistes, les institutions et le milieu universitaire. Avec des engagements et des sensibilités telles que celles de Julia Mine, cela nous porte à croire que la relève fera la part belle aux archives mettant de l'avant des représentations diversifiées, des récits inclusifs et des pratiques équitables. Et finalement, depuis les années 2010, j'espère, en fait, je vous ai donné quelques exemples là, des études qui ont été dynamisées par une série de repositionnements. Donc, j'en nomme quelques-uns encore, des événements tels que la création de regroupements militants pour la parité, les réalisatrices équitables, des mesures incitatives gouvernementales pour une meilleure répartition hommes-femmes des budgets de production, ONF, SODEC, Téléfilm Canada, ainsi que la création de festivals de cinéma à visée politique féministe, les Filministes, Amis du CRILC, et Festival des films féministes de Montréal ont infusé une grande dose de vitalité à la branche féministe en études cinématographiques au Québec, en plus d'inclure dans plusieurs étapes de leur développement une mobilisation des connaissances de la part du milieu universitaire avec les milieux pratiques. Mes récentes recherches interrogent justement cette mouvance conjointe entre militantisme culturel féministe et recherche-action. Merci. Donc, ça va être la période de questions. Ceux qui sont en Zoom, vous pouvez intervenir dans le chat, proposer vos questions. Et puis, les gens qui sont dans la salle, je vais vous inviter à venir ici au micro pour prendre la parole. Bien sûr, donc il faut qu'on regarde la caméra. Je vous parle à vous, mais il faut regarder la caméra là, c'est un peu. Donc Jean-Marc Larue, merci beaucoup de cette présentation dynamique et variée. J'ai bien aimé la question de nos angles morts et de la prudence qu'on doit avoir et de la vigilance qu'on doit exercer. Je pense que toutes et tous les profs que nous sommes, on est très, très sensibles à ça et c'est, je pense, peut-être notre principale préoccupation, surtout en ce moment, mais je pense que ça a été toujours notre préoccupation, mais là encore plus, et c'est justifié. Donc, merci d'avoir rappelé ça. Évidemment, moi, je viens du théâtre, donc vous comprendrez que c'est à Marie-Claude que je voudrais parler. Merci beaucoup, Marie-Claude. J'ai quand même peut-être deux petits détails que j'ajouterais, mais je pense que ça va dans le sens de ce que vous avez dit. D'abord, on a observé à partir du milieu des années 2000, donc 2005, un premier basculement historique, c'est-à-dire que les productions québécoises, donc les productions, c'est-à-dire d'auteurs et d'autrices québécois, sont devenues majoritaires au Québec pour la première fois. Et ce mouvement a été en s'accélérant. Autrement dit, depuis 2005, il se joue, je parle des scènes professionnelles, il se joue plus de pièces d'auteurs et d'autrices d'ici que d'auteurs et d'autrices étrangers. On sait aussi, alors c'est un autre indicateur, c'est qu'il se joue plus de pièces québécoises, y compris les pièces jeunesse, jeunes publics, en France, qui se joue de pièces françaises ici, toujours sur les scènes professionnelles. Alors c'est un mouvement de bascule qui est important du point de vue de ce qui nous intéresse, nous, la culture québécoise et son développement. En ce qui concerne donc les autrices, la dramaturgie, le mouvement de bascule s'est malheureusement fait juste avant la pandémie, à peu près au milieu des années 2010. Donc, justement, les pièces dont vous parlez, donc les années 2015 avec J'accuse, là, comme pièce phare, là, on assiste
c'est peut-être pas une parité, mais ça ressemble à une parité. C'est-à-dire qu'il y a une explosion de la... On est au moins dans le 40-60 à ce moment-là, disons, du point de vue c'est pour ça que je parle de parité. Et là, il faudrait voir, évidemment, avec la pandémie, tout s'est arrêté, tout s'est suspendu, il faudrait voir si la tendance se maintient. Mais c'est une tendance, et vous avez raison de le mentionner, vraiment, une tendance qui se maintient aussi, qu'on perçoit aussi, et peut-être encore plus dans les festivals de lecture, les lectures publiques. Alors, j'ai une petite question, parce que je suis vraiment intrigué, donc c'est une question naïve, là. Dans ces écritures que vous avez mentionnées, donc évidemment, il y a Table rase, on est d'accord. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas nommés non plus. En tout cas, moi c'est MILF. Je me demande pourquoi MILF. Il me semble que ça arrive plus tard. Alors, c'est une question de date, c'est 2018, MILF. Ouais. Mais il me semble que dans les 5 dernières années, s'il y a une pièce qui est incontournable, c'est MILF. Enfin, c'est mon point de vue. Je voulais juste savoir quel était votre point de vue. Oui, c'est vrai que c'est très important, mais on dirait que c'est drôle, ça m'a échappé, MILF, parce que j'associe Marjolaine Beauchamp beaucoup à la poésie. Et ouais, ou peut-être aussi que ça m'a échappé parce que la question des maternités n'est pas mes sujets aussi de recherche ou sujet d'intérêt pour ma part, quoique l'approche de Marjolaine Beauchamp est vraiment pertinente. Je continue de croire que l'accueil aussi, la réception critique de J'accuse d'Annick Lefebvre a été quand même un petit peu plus, un peu plus forte que MILF. Je pense qu'il y a quelque chose aussi à ce moment-là. Je pense que Marjolaine Beauchamp travaille un peu plus du côté de Gatineau, Ottawa. Donc, ma lecture de la réception ici, c'était très pertinent, mais c'est un petit peu à côté de mon radar. Mais merci de le souligner quand même. C'est un travail important. Moi, j'aimerais ça. Bien, c'est pas tant une question que juste poursuivre la discussion. Rosemary, à propos de ton projet, je trouve ça super intéressant comme la question des ménagères. Est-ce que, j'imagine que tu n'es pas à ta première année de thèse, fait que Non. c'est ça. Fait que je me disais, est-ce que depuis le début de ton doc, le début de tes recherches, est-ce que tu as l'impression que l'accueil qu'on fait au sujet a changé dans les médias ou comme la réception qu'on fait justement de la question des ménagères ou en tout cas de la reproduction sociale ou du travail domestique? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a comme une espèce de retour plus en force, de peut-être dans notre jeune génération, quelque chose comme ça? Ben, je dirais qu'avec évidemment la pandémie, comme ça, quand on s'est retrouvés tous confinés à la maison, à jongler travail, famille, charge mentale, école à la maison, comme ça, dans les médias, les gens sont venus me parler, des gens disaient « Ah, tu t'intéresses à la maison de banlieue », comme ça. Donc, il y a vraiment eu un regain d'intérêt autour de la place du domestique, qui est en fait une place centrale dans notre société, puis à quel point la privatisation de l'espace domestique, de sens qu'on est tous confinés les uns, isolés. Comme ça, ben, en fait, ça crée des problèmes sociaux avec des racines domestiques, mais qui surgissent d'un point de vue, ben, on le sait, là, les terribles violences conjugales, négligences criminelles, ces choses-là. Donc, oui, depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, moi, je vois que les gens sont vraiment intéressés par mes recherches, par mon sujet, alors qu'autrefois, ben, dans un colloque comme ça, personne n'avait jamais de questions pour moi. C'est tout ah, eh bien, OK. Comme ça. Puis aussi, ben, je ne sais pas si tu as dirigé ça, mais la réédition de Maman ne travaille pas, trop d'ouvrages, ben, fait partie de ce mouvement-là en 2020 de revaloriser le travail. Je pense aussi au travail de Camille Robert sur les ménagères. Donc, il y a vraiment une espèce de convergence des idées avec malheureusement une espèce de coïncidence pandémique qui font que ça revient à l'avant-plan. Puis la question de la charge mentale aussi est vraiment un débat. Ben, on a vu aussi le CARE avec Guillaume comme ça. Donc, ça aussi, ça trouve sa place, ça résonne dans l'espace public. Comme on parle des références concernant la représentation de la ménagère, je signale la thèse de Rachel Nadon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui porte sur les fictions économiques dans la littérature québécoise. Et son dernier chapitre est consacré justement
à cette question-là. Donc, elle parle notamment de Maryse de Francine Noël. Donc, c'est une pub, je l'ai dirigée, mais je me dis que ça peut vous intéresser. Parce que tout le phénomène aussi, je réponds au micro, ça, c'est pas la peine, mais les Desperate Housewives, là, qui a remis tout ça aussi un peu à l'avant-plan. Ces questions. Oui, ben, il faut faire attention parfois avec la figure de la Mad Housewife, la Desperate Housewife, qui peut être foncièrement sexiste et misogyne. Là. Donc, quand c'est réinvesti parce qu'on a parlé aussi de Claude Fournier qui a réalisé le chef-d'œuvre Deux femmes en or, comme ça, qui se passe à Brossard. Donc, ça peut être foncièrement sexiste comme ça peut être réapproprié et revitalisé par l'écriture féministe. C'est dans mon corpus de thèse, absolument. C'est drôle, Deux femmes en or va être réadapté et au théâtre à la Licorne par Catherine Léger. Oui, j'ai mes billets déjà. Bonjour tout le monde. Pour Guillaume, ce qui m'intéressait, c'est de voir dans quelle mesure, justement, il me semblait que dans les œuvres que vous avez citées, il y avait une grande sensibilité écologiste de la part de Marie-Claire Blais. Et je me demandais comment se faisait la jonction ou comment ça pouvait se distinguer peut-être du post-humanisme que vous observez dans son travail. Oui, merci de votre question. Je la trouve très pertinente. En fait, c'est pas exactement mon sujet de spécialisation doctorale, mais disons qu'au fur et à mesure de mon analyse de Blais, le care m'a semblé très, très présent là, partout, particulièrement dans le cycle soif. Et donc, je m'étais posé la question, dans quelle mesure allier féminisme et care pour un postdoctorat, par exemple. Et vous avez raison que oui, on pourrait y voir très clairement une forme d'écoféminisme. J'avoue que je ne peux pas vous répondre clairement, mais je trouve la question vraiment pertinente parce que il y a des liens à faire dans le sens que le soin, le care qui est apporté aux autres personnages est apporté aussi, il est perçu comme étant dépendant de notre environnement aussi. Donc, on ne peut pas juste prendre soin de nous, ça ne suffit pas. Il faut prendre soin aussi de notre milieu. Donc, moi, c'est dans le sens d'un care élargi que je le vois, mais c'est vrai que ça se manifeste chez Marie-Claire Blais, surtout par une considération pour les animaux, par exemple. Je sais que dans un des tomes du cycle Soif, il est question d'un personnage qui s'appelle Mabel, et Mabel a des perroquets, elle élève des perroquets, elle fait des numéros avec ses perroquets, et il y a un perroquet qui sera tué, et donc c'est vraiment représenté comme une catastrophe épouvantable, là, tout ce que ça représente pour Mabel et tout. Donc, il y a clairement une considération extrêmement importante là, pour le règne animal. Et aussi, il y a le personnage de Daniel, par exemple, qui, je pense, écrase un insecte et c'est toute il est tourmenté par cette idée d'avoir mis le pied sur un insecte et tout. Donc, je le verrais vraiment par un... Mais cet écoféminisme-là me semble passer par l'idée du soin, l'idée du care, l'idée de la considération là, de l'environnement au sens large. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, merci d'avoir posé la question, ça va cogiter dans ma tête aussi. Oui, peut-être que ce que je voulais sous-entendre un petit peu par là, c'est que du côté du post-humanisme, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le care. Je pense que c'est tout à fait en ligne avec cette pensée écoféministe. Mais pour ce qui est du post-humanisme, il y a quand même une idée de réinvention du corps, par exemple, par divers moyens, entre autres par la technologie. Et je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait le trouver chez Marie-Claire Blais, mais il me semble en tout cas que la question mérite d'être posée. Dans quelle mesure, justement, ça va plus dans une direction ou de l'autre? Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que sur le plan technique, par exemple, quand on parlait du care qui considère les biotechnologies et tout, c'est quand même vraiment moins présent chez Marie-Claire Blais, cet aspect-là. Mais il y a clairement une réinvention, mais c'est une réinvention qui passe plus par une resubjectivation
par exemple, liées à la performance du genre, des cabarets de drague, mais pas tant par le rapport au corps et les biotechnologies. Merci. Rebonjour et merci beaucoup. C'était, on n'a pas fini, hein, il y a le temps, c'est pas le mot de la fin, mais je voulais vraiment noter d'abord la passion et la rigueur avec lesquelles vous vous êtes exprimés. C'est formidable de voir comment vous êtes investis hein, dans vos sujets et dans le champ de recherche, mais aussi dans le champ d'action. Hein? Et puis, frappant aussi de voir comment vous avez parlé des féminismes, la pluralité des féminismes. Il y a longtemps qu'on en parle, mais vous l'illustrez vraiment bien, du féminisme post-humaniste de Marie-Claire Blais, féminisme autochtone, intersectionnel, etc. Et c'est vraiment une grande palette très diversifié que vous nous avez donné. Et j'ai été aussi très frappée et très, très heureuse de vous voir, jeune personne, déjà si préoccupée par la question de la mémoire. La mémoire et la préservation, non seulement des acquis féministes, c'est-à-dire que ce ne soit pas un engouement pendant 2 ans, on va avoir des femmes partout au théâtre, puis là, on va dire, bon, on a assez vu ça, on va revenir au statu quo, là, on est tanné, les femmes ont dit ce qu'elles avaient à dire. Voilà, et aussi toute la préservation des connaissances, que ce soit l'archivage dont Julie parlait, les pièces conservées au CAED, par exemple, la publication, la réédition aussi de vieux textes, hein, parce que vous avez donné plusieurs exemples de ça. C'est essentiel aussi que ça revienne parmi nous. Et enfin, c'est surtout Rosemary qui en a parlé, mais je pense que vous avez ça en tête tout le monde, l'enseignement comme une manière également de pérenniser et de transmettre et de ne pas laisser s'oublier hein, des choses qu'il est important de dire et de redire et de donner à des personnes plus jeunes encore que vous. Hein, voilà. Alors ça, j'aimerais ça peut-être juste vous entendre un petit peu plus là-dessus, si vous avez des choses à dire. Je suis sûre que oui. Sur votre rapport à la mémoire vivante, votre engagement là-dedans, comment vous vivez ça? Ça m'intéresserait beaucoup de vous entendre un petit peu plus. Mais peut-être juste pour rebondir sur la question de l'enseignement, le micro plus proche, sur cette question de l'enseignement, puis lorsque tu parlais tout à l'heure de ça, moi, j'ai eu l'effet inverse, c'est-à-dire de me faire dire dans mes cours, mais tu n'enseignes pas d'hommes, tu sais. Fait que ou en toi, très peu d'hommes, donc ça existe. Puis parce que j'enseigne surtout les littératures autochtones, cette volonté de mémoire, elle est assez particulière parce que souvent, j'enseigne à des étudiants dont je sais qu'ils ne suivront qu'un cours de littérature autochtone dans tout leur parcours. Alors, je veux leur faire tout lire. C'est un peu problématique. Mais par exemple, je fais systématiquement lire maintenant ce texte, Ganesh and Indian Girlhood, qui n'a pas été réédité depuis 1973. Il reste quelques copies quelque part à trouver, mais très peu. Mais le texte a été numérisé en 2011 par le portail de l'Université de la Saskatchewan, donc il est disponible en PDF, est accessible et je le fais lire justement dans cette optique d'une mémoire, puis surtout de repenser ce négationnisme de l'histoire des pensionnats qui a eu cours au Québec pendant très, très longtemps, qui est encore pas... j'entends encore dans les médias, dans les journaux, dire « oui, mais c'était pas si pire ce qui est arrivé ici ». Tu sais. Mais ce texte-là, de 1973, montre très bien les connexions, en fait, qu'il y a entre les différents pensionnats qui ont été établis à l'intérieur du Canada. Donc, je pense que oui, puis j'utilise souvent le terme de restituer le texte à l'histoire littéraire autochtone au Québec, malgré qu'il est écrit en langue anglaise, malgré qu'il a été publié en Ontario, mais parce que dans la diégèse même du texte, c'est-à-dire ça concerne le contexte du Québec, l'écrivaine vit encore aujourd'hui à Chitasibi. Donc, il y a vraiment cette volonté-là et c'est pas simple de le faire. C'est pas simple de le faire dans les cours en français. J'ai la grande chance d'avoir enseigné surtout dans un département de littérature comparée où on peut enseigner des textes dans diverses langues sans se faire poser la question, mais c'est un texte en anglais d'un département de littérature de langue française, par exemple, on ne peut pas faire ça. Donc, mais ça pose des questions sur comment transmettre ces textes-là dans les limites des départements, des disciplines, de la manière dont on fait.
C'est un projet que j'ai, effectivement. J'ai contacté une première fois l'autrice. C'est une aînée très, très âgée, donc c'est assez difficile d'avoir un retour assez rapide, mais c'est dans un projet, oui, absolument, de le traduire en français. Oui. Voilà. Ben, moi, si je peux me prononcer sur l'idée de la mémoire, et de l'archive, on a pris un grand coup, le cinéma aussi, hein, tu parlais du théâtre des arts vivants, le cinéma, les salles, ça a été très difficile. Et à chaque année, ça fait 6 ans que j'enseigne le cinéma québécois. Et à chaque année, je parle d'une recherche terrain. En d'autres mots, c'est d'aller voir un film au cinéma dans un festival ou s'il y a vraiment, ils ne sont pas capables d'aller visiter la médiathèque de la Cinémathèque. Et cette année, c'est compliqué. Du terrain, hein, sortir, je ne peux pas le regarder chez nous. Hein? Et là, je suis comme, ben OK, d'accord. Il y en a qui ont des restrictions, qui ont encore, puis c'est tout à fait raisonnable, là, qui ont encore peur d'aller dans des événements publics, c'est bien correct. Mais à vous dire le nombre de films québécois Netflix qui vont me donner comme pour ce travail-là. Là. Et pas besoin de vous dire que les films sur Netflix en ce moment, c'est Bon Cop, Bad Cop, Jusqu'au déclin et Les Trois petits cochons. Pas de film de femmes sur Netflix encore. Il y a la série en télé, ça va mieux. Là. Il y a M'entends-tu qui est sur Netflix. Mais bref, j'ai très, 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 très peur. Et l'idée, en fait, l'étude de la place des cultures nationales sur les plateformes m'importe beaucoup. L'idée des cultures nationales des femmes aussi, parce que j'ai eu des questions par courriel. Il faut aller en festival, la programmation se trouve où? Puis je leur ai même dit, la programmation du FNC, vous pouvez la regarder en ligne aussi. Non. Sur Netflix, j'ai tapé cinéma québécois, il y en a sur Netflix. Ah, OK. Ça je trouve ça bien, bien, bien difficile. Bien difficile. Ouais. Ben, mon Dieu, il y a tellement à dire sur... ben moi, j'ai l'impression que les choses en théâtre ont, de ma posture, j'ai fait ma maîtrise en théâtre à l'École supérieure de théâtre et aujourd'hui, j'ai la chance d'enseigner là. En 5 ans, 6 ans, 7 ans à peu près, le moment où je suis entrée à la maîtrise et au moment où là, je vais donner mon 2e cours et demi. J'ai remplacé un peu l'année passée, fait que je compte et demi. Ça compte. Et il s'est passé beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de... oui, la dramaturgie des femmes prend plus de place. On me donne un cours corpus, monte un cours sur la dramaturgie, tu peux enseigner ce que tu veux. Il y a comme, je sais pas, il y a comme un appel pour ça. Tout d'un coup, j'ai l'impression que justement le milieu universitaire, ou en tout cas le département de théâtre, prend le pouls de ce qui se passe aussi dans les milieux de pratique. Et ça, je trouve ça vraiment le fun parce que moi, je me replace en 2014 quand je suis arrivée avec mon projet là, de faire de la recherche-création autour de Jovette Marchessault. Là, on me regardait un petit peu. OK, c'est super le fun, mais c'est qui déjà Jovette Marchessault? Fait que là, j'ai l'impression que, bon, je travaille avec une étudiante qui va travailler sur Anaïs Nin, puis bon, fait qu'il y a comme je sais pas, je sens un désir là, d'approfondir ça, puis de donner plus d'outils aussi sur les écritures dramatiques aussi. Puis moi, je suis un peu j'aime les vieilles écritures plus classiques aussi. Puis je trouve qu'il y a de la place pour ça. Donc, je trouve ça encourageant, envie de redonner ce que j'ai eu aussi, parce que j'ai quand même eu des appuis. Là. Je travaille avec Laurie, puis c'est quand même une chance. Donc, voilà, je dis rien de très pertinent sur l'enseignement. En tout cas, je mets du fun. Mais si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Marie-Claude, moi, c'est ce que j'ai l'impression avec les études féministes, qu'il y a une espèce de chevauchement de la mémoire collective et de la mémoire personnelle, individuelle. J'ai l'impression, quand j'étudie quand je lis Maman pas d'ouvrage, Maman travaille, non, Maman a trop d'ouvrage, je ne travaille pas, peu importe. Maman travaille pas, à trop d'ouvrage. C'est ça, le stress, là. Mais comme ça, j'ai l'impression de m'inscrire dans une filiation, une matrilinéarité personnelle, dans le sens que ce texte-là me touche moi-même. Je lis ça, puis je vois ma mère, je vois ma grand-mère, je reconnais les femmes de mon entourage, tout en les inscrivant dans une espèce de
d'héritage collectif que je transmets aux étudiantes, aux étudiants, que je transmets à mes collègues, que je transmets à ma mère et à ma grand-mère qui ne connaissent pas ça non plus. Donc, ils ont trop d'ouvrages. Non, quand même pas, là. Peut-être, en tout cas. Mais donc, c'est cette espèce de chevauchement d'une mémoire personnelle, individuelle et une mémoire collective qu'on fait résonner à travers les réseaux de femmes et d'alliés. Et pendant qu'on parle de moments, là, parlons-en, j'aime tellement cette pièce. Karine Rousseau m'a invitée dans un de ses cours cet automne à venir parler de cette pièce-là. Karine enseigne la littérature québécoise, puis bon, elle avait une séance sur le théâtre. Puis la réaction des étudiantes, des étudiants, c'était tellement le fun. Le trois quarts s'étaient reconnus ou avaient reconnu leur mère, ou même, en fait, la question de la charge mentale, on le nomme autrement, là, mais ça a beaucoup interpeller les étudiantes. Puis c'est le fun de voir que c'est encore d'actualité. Puis souvent, au théâtre, c'est ça, on va dire les œuvres des années 70, le passé, la période féministe du théâtre des femmes dans les années 70. Et là, c'est quelque chose qui, avec la réédition, qui fait que c'est super actuel, en fait, puis ça fait ressortir l'actualité de ces thématiques-là, en fait, puis ça s'inscrit vraiment dans le temps. Fait que je trouve que cette pièce a vraiment une belle vie, en fait. Je ne vais pas y dire une deuxième vie, parce que je pense qu'elle a toujours été là, mais la réédition permet ça. Nous allons avoir une question de Adrien Rano dans le public Zoom à l'instant. Il va se joindre à nous. Bonjour, je ne savais pas s'il fallait que je pose ma question à l'écrit ou à l'oral, mais j'ai suivi l'exemple d'Hervé Gay pour m'inviter dans les questions. Merci. Merci beaucoup pour les discussions. Ma question s'adresse à Marie-Ève. Vous avez ouvert large, vous nous avez permis de repositionner un peu nos savoirs par rapport aux textes autochtones dans une perspective où l'objet Québec est éminemment problématique. Et ça rappelle, comme vous l'avez mentionné d'ailleurs, la conférence d'ouverture de Lucie Robert et Martin Paquette. Ma question, ça concerne pratiquement, en fait, et ça suit la question de Laurie, l'épistémologie et les outils critiques dans la classe auxquels on peut recourir en abordant les œuvres autochtones dans un cours de littérature des femmes ou littérature féministe. Il y a vraiment une distinction entre, d'une part, un regard qui est le nôtre, généralement en études littéraires québécoises, qui est un regard a priori eurocentré, une analyse littéraire proprement settler, même si on s'inspire quand même aussi notamment des approches féministes afro-américaines depuis bien longtemps déjà. Et d'autre part, il y a des façons d'étudier et de lire les textes autochtones qui sont tout à fait différentes. Et les critiques autochtones, notamment anglophones, nous disent de ne pas appliquer des modèles d'analyse qui ne sont pas adaptés au texte. Donc ma question, c'est la suivante. Comment on peut faire pour intégrer intelligemment dans nos cours, dans nos programmes, dans nos curriculums, les œuvres de femmes autochtones en les adoptant d'un point de vue féministe, comme vous l'avez mentionné, mais aussi en respectant un cadre critique autochtone qui est plus en harmonie avec ces textes et avec leur provenance. Merci beaucoup. Merci. C'est une immense question que je me pose à tous les jours que je travaille et que j'enseigne encore, mais je pense que vous avez déjà donné plusieurs des pistes à cela, c'est-à-dire que pour étudier, pour enseigner, pour analyser, pour réfléchir aux littératures autochtones, il faut le faire avec les cadres de pensée des épistémologies qui sont créées, construites à partir dans les communautés autochtones, à partir de la recherche qui s'est faite. Et effectivement, dans un contexte francophone, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a moins accès à ces outils-là en français, mais dans le corpus anglophone, des chercheurs, des chercheuses autochtones, des femmes, des féministes, il y en a plusieurs qui permettent de développer ces outils-là. Je pense que la grande complexité que je vois et à laquelle je n'ai pas eu l'expérience encore, c'est d'intégrer les œuvres autochtones dans d'autres types de cours. Donc, comment on intègre des œuvres littéraires autochtones dans un cours de littérature québécoise? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le fait? Est-ce qu'on a le temps de développer ces épistémologies-là et ces méthodologies-là avec lesquelles lire? Dans un cadre qui est beaucoup plus large où on a peut-être une séance ou deux consacrées à ces textes-là. Comment le faire? J'ai participé, organisé un colloque il y a 2 semaines sur l'enseignement de la littérature des pensionnaires, de la lecture, l'enseignement, le partage de la littérature des pensionnaires. Puis ce qui revenait beaucoup dans les discussions, c'était de se mettre en relation avec les textes et de se questionner sur notre propre posture, donc de toujours aussi réfléchir à comment on participe à cette histoire coloniale ou comment
comment on la perpétue. Donc, de les voir dans cet espace de relation et de toujours, oui, aller lire, aller chercher les textes, les théories critiques par des auteurs, des autrices autochtones. C'est vraiment la première entrée en matière. Et dans un contexte francophone où on ne peut pas nécessairement donner ces textes-là à lire aux étudiants, où c'est plus complexe, mais en fait, il faut aussi considérer, je pense, les littératures autochtones elles-mêmes comme des théories, comme des espaces de savoir incorporés, situés. Toute la notion de la chercheuse féministe athabascane Diane Million de felt theory, donc de théorie ressentie, permet de réfléchir à ça, puis de voir comment, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de discours critique autochtone au Québec, il y en a, mais elles sont traduites en littérature, en poésie, en théâtre, dans d'autres formes, donc qui sont aussi des formes intellectuelles. Je pense que ça fait écho un peu à une présentation qu'il y a eu hier aussi sur où sont les intellectuelles femmes, mais la littérature, c'est cet espace-là aussi. Donc, comment la poésie permet de le faire. Puis, peut-être pour terminer là, brièvement, mais justement, dans le domaine anglophone, on dit toujours d'avoir cette lecture appropriée, adéquate des littératures. Et en 93, dans une anthologie super importante, Looking at the Words of Our People, qui plaçait le champ des études littéraires autochtones, cette idée, c'était de faire émerger les analyses, les discours critiques des littératures elles-mêmes. Donc, plutôt que de jeter un regard avec la théorie qui vient s'y appliquer, de vraiment faire émerger à partir des littératures. Donc, je pense que c'est un point de départ, c'est un point méthodologique avec lequel on peut entrer peut-être dans la littérature autochtone. Donc, voilà ce que je voudrais répondre à cette question. Très complexe et on pourrait en discuter pendant vraiment longtemps. Est-ce qu'on prendrait peut-être une dernière question s'il y en a une? OK. Robert. Moi, j'ai trouvé votre table ronde ultra intéressante. Je vous en remercie. Vous avez très, très bien tenu le pari que Laurie et Julie vous ont donné. Mais je ne suis pas là pour vous décerner des notes, mais pour poser vraiment une question. J'adhère tout à fait à ce que vient de dire Marie-Ève, mais en même temps, ça vient un peu ébranler, moi, ce que je dis depuis des années à mes étudiants. Parce que surtout au cycle supérieur, quand ils veulent faire des maîtrises sur des auteurs, parfois des auteurs, des autrices qui ont été beaucoup, beaucoup travaillés, il y a toute cette fascination, hein, on aime, on est dans l'affection, puis la première étape, souvent, d'une recherche, c'est d'être complètement capté, non seulement par l'œuvre, mais par la pensée de l'auteur ou de l'autrice, puis de les lire comme ils veulent être lus. Puis moi, il y a toujours un moment où je dis à mes étudiants, là, il va falloir que tu essaies de lire à rebrousse-poil un peu, que tu lises un peu contre l'auteur pour te détacher de cette fascination qui, finalement, t'amènerait à le redire, à le paraphraser, et qui t'empêche peut-être de trouver l'angle de saisie où cet auteur et cette autrice va apparaître sous un jour nouveau. Et tout en trouvant tout à fait fascinant ce que tu viens de dire, je me demande est-ce que je peux continuer de dire ça à mes étudiants ou pas, là? Et comment ce corpus-là, le lire aussi un peu comment le lire en le prenant peut-être, je ne sais pas, par la queue, par en dessous, par en haut, mais et est-ce qu'on est tenu automatiquement quand il s'agit d'un corpus autochtone ou des corpus marginalisés à cette lecture qui est de l'accord, C'est une question vraiment, vraiment plus large, puis je me dis, est-ce que je peux encore dire ça? Voilà. Oh là là! Je ne répondrai pas directement à la question, est-ce que vous pouvez le dire ou pas? Je pense que je n'ai pas du tout cette posture d'autorité pour répondre à ça, mais je pense que c'est la manière qu'il faut faire en littérature, en études littéraires autochtones en ce moment. Je pense qu'on n'est pas rendu ailleurs, surtout au Québec, où les études sont peu nombreuses, où le champ à l'intérieur des universités est dominé par des chercheurs non autochtones, ce qui est différent du contexte anglophone où il y a plus de chercheurs autochtones que non autochtones. Mais je pense qu'il y a une conciliation à faire entre ça, au sens où c'est pas de le lire à rebrousse-poil, mais c'est de voir comment les textes nous affectent et nous ébranlent, puis c'est dans cet ébranlement-là qu'on vit de notre propre position aussi que ça vient re-questionner. Donc,
c'est Margaret Kovac, une chercheuse qui pense les méthodologies autochtones, elle parle du self in relation, donc de se positionner en relation. Donc, ça ne veut pas dire de lire en accord avec les auteurs, les autrices nécessairement, mais de se re-questionner. Donc, je pense que c'est un point d'entrée qui est critique et éthique. Puis l'éthique, ça ne veut pas dire être d'accord non plus. L'aspect critique, la recherche est nécessaire pour avoir une dimension éthique. Sinon, effectivement, lisez les œuvres, lisez pas les chercheurs. Non, mais si on ne fait que redire la même chose, effectivement, de toute façon, lisez les œuvres et pas les chercheurs d'abord. Mais ouais, c'est une question complexe, compliquée, avec laquelle je navigue beaucoup. Comment on fait les choses, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Ouais. Ouais. Mais effectivement, c'est des méthodologies différentes, je pense. Ouais. Merci beaucoup pour cette séance très enrichissante où on voit que les approches féministes militantes, elles sont toujours là pour faire sortir de l'invisibilité les minorités et les faux objets de recherche.